Ok les gars, ça faisait longtemps que je voulais me lancer sur YouTube, mais comme j'avais des doutes, des peurs, des craintes, comment j'allais faire ma première vidéo, est-ce qu'elle sera parfaite, plein de puis je me suis dit bon bah tant pis. Hein. Et quand j'ai vu ce monsieur dire ça, Si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Vale más de lo que pienso. Créeme. je me suis dit let's go, qu'elle soit parfaite ou pas, ma première vidéo sera postée. Et c'est chose faite. Donc voilà, je vais vous parler de ce monsieur en question. Ok les gars, donc je vais vous raconter un truc de fou sur Bad Bunny parce que tout le monde le connaît maintenant, mais personne sait vraiment d'où il vient. Et croyez-moi, c'est exactement là que ça devient intéressant. Donc voilà, avant qu'il devienne ce phénomène mondial, avant les Grammys, avant qu'il fasse littéralement imploser Spotify avec ses chiffres délirants, avant même le Super Bowl où la moitié de l'Amérique découvre qu'on peut chanter en espagnol et que oui, c'est génial, ce mec s'appelait juste Benito, un gosse normal de Porto Rico. Et je dis normal, mais en vrai c'est ça qui est dingue parce que sa vie, au début, elle a rien d'extraordinaire. Il est né en 1994 à Bayamon. Alors Bayamon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas San Juan, la capitale, c'est pas le quartier touristique avec les hôtels de luxe, non, c'est juste une ville populaire, authentique, où les gens bossent dur, où personne ne va te promettre que tu vas percer. Là-bas, si tu veux réussir, bah, tu te retrousses les manches, point final. Ensuite, il déménage à Vega Baja, encore plus tranquille. Franchement, c'est le genre de petite ville où il se passe pas grand-chose, mais où tout le monde vit sa vie paisiblement. Et surtout, ça c'est hyper important pour comprendre la suite, il y a de la musique partout, mais genre vraiment partout. Elle sort des maisons, des voitures, des fêtes de quartier, c'est comme si c'était vraiment l'ADN de Porto Rico. Même si t'as pas de thunes, bah tu as le rythme. Parlons maintenant de ses parents. Son père conduit des camions, sa mère est instite. C'est des gens ultra sérieux, travailleurs qui veulent le meilleur pour leur fils, mais qui sont aussi très pragmatiques. Donc forcément, quand Benito commence à parler musique, ils lui sortent le classique. C'est bien mon fils, mais tu vas aussi réfléchir à un vrai métier. Bah lui évidemment, il va pas les écouter, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Alors sa mère est super croyante. Résultat, église tous les dimanches. Et pas juste pour assister à la messe tranquillement au fond. Non, 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 non. Il chante dans la chorale. Imaginez Bad Bunny en train de chanter des cantiques devant des familles émues. Je sais, c'est presque absurde. Mais en vrai, c'est hyper malin parce que la chorale, ça te forme. Tu apprends à poster ta voix, à gérer le stress devant un public, à capter l'attention. C'est un entraînement de scène déguisée. L'origine du pseudonyme. Alors c'est un jour à l'école où il y a eu une fête costumée et quelqu'un a eu l'idée lumineuse de déguiser le petit Benito en lapin rose. Mignon avec des grandes oreilles. Sauf que il existe une photo de ce moment. Et sur cette photo, Benito ne sourit pas. Il ne fait pas le mignon. Il a littéralement l'air furieux. Genre vraiment en colère. Vous savez, ce regard d'enfant qui dit « Je veux me souvenir de ça et vous allez le regretter ». Voilà. Un lapin pas content. Un Bad Bunny, littéralement. C'est à partir de là qu'on voit que le petit Benito, depuis l'âge de 6 ans, ne se laisse pas faire. Il ne voulait pas faire semblant. Il ne voulait pas faire semblant d'être content alors qu'il ne l'était pas. Il ne voulait pas jouer le jeu social juste pour faire plaisir aux adultes. Et ça, mes amis, c'est exactement l'énergie qu'il va garder toute sa vie. On avance un peu plus dans le temps. On va voir que Benito grandit, devient ado, et comme tous les ados, il a un peu perdu. Il cherche sa place. Et là, Internet change tout. Il découvre YouTube, SoundCloud, pour ceux qui connaissent, le rap américain, la trap qui monte, et surtout, il découvre des artistes qui sont pas parfaits, qui sont pas lisses, qui racontent leur vraie vie sans bullshit. Et ça lui parle direct. Alors, il commence à écrire dans sa chambre tout seul d'abord, avec un micro pourri qu'il a probablement acheté avec ses économies. Pas de studio, pas de producteur, rien. Juste lui et ses émotions. Il écrit sur les ruptures amoureuses, la solitude, l'ennui, la frustration de vivre dans un endroit que personne ne regarde ni ne remarque vraiment. Et sa voix, les gars, sa voix est complètement à contre-courant. Elle est traînante, nonchalante, presque fatiguée, à l'opposé total du reggaeton de l'époque où tous les mecs crient en mode ultra macho. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayude. D'ailleurs, petite précision importante, le reggaeton vient directement du dancehall jamaïcain. Dans les années 1880-90, le dancehall jamaïcain a migré vers Panama, où il s'est mélangé avec le hip-hop américain et l'espagnol pour créer le reggae en espagnol. Puis, a explosé à Porto Rico dans les années 90. Le beat iconique du reggaeton, c'était le dembow, qui vient littéralement d'une chanson jamaïcaine de Shabba Ranks, excusez-moi si je l'ai mal prononcé.
Chabarangs est sorti en 1991, donc quand Benito s'approprie ce genre, il participe à une conversation musicale caribéenne qui traverse les îles depuis des décennies. Lui, il arrive avec une vulnérabilité, une fragilité assumée. Et ça, dans le reggaeton des années 2010, c'est presque révolutionnaire. Maintenant, pour vraiment comprendre Bad Bunny, il faut comprendre Porto Rico, parce que Porto Rico, c'est un territoire super particulier. C'est américain sur le papier, et personne les traite vraiment comme des Américains. C'est latin, fier de sa culture, mais souvent complètement invisibilisé par les médias internationaux. C'est comme être toujours dans la pièce, mais jamais vraiment invité à la conversation. Vous voyez? Benito grandit avec ça, ce sentiment bizarre d'être à côté, pas exclu, mais jamais totalement inclus non plus. Et il le ressent profondément, même s'il ne sait pas encore le formuler. Quand l'île traverse des crises économiques terribles, quand les politiciens font des promesses qu'ils ne tiennent jamais, quand les gens, les galères viennent, Benito observe, il dit rien sur le moment, mais il emmagasine. Et plus tard, tout ressortira dans sa musique. Et c'est là que je trouve ça fascinant parce que Bad Bunny est pas né provocateur. Il n'a pas décidé un matin, tiens, je vais provoquer tout le monde. Non, il est devenu ce qu'il est parce qu'il a compris très jeune qu'être authentique, même si ça dérange, c'est 1000 fois mieux que de se formater pour plaire. Le lapin sur la photo avait raison d'être en colère parce que cette colère, cette rébellion contre les cases qu'on voulait lui mettre, c'est exactement ce qui va le propulser au sommet. Avant d'être Bad Bunny, la superstar mondiale qui fait trembler l'industrie, il était juste Benito qui chantait à l'église parce que sa mère le voulait. Un ado qui écrivait dans sa chambre pour pas devenir fou. Et un lapin absolument pas d'accord avec le costume qu'on lui avait mis. Ensuite, imaginez maintenant la scène. Porto Rico, un supermarché, tout ce qu'il y a de plus banal. Et là, derrière la caisse, en train de ranger les sacs de course, il y a un jeune gars en uniforme payé au SMIC local qui observe des clients se disputer pour savoir si les bananes sont encore bonnes. Ce gars, c'est Bad Bunny. Enfin, Benito à l'époque. Pas en studio d'enregistrement, pas sur scène, non. En train de bosser chez Econo, une chaîne de supermarchés portoricaine. Le futur roi du streaming mondial faisait bip bip à la caisse. Après le lycée, Benito fait ce que pas mal de jeunes font quand ils ne savent pas trop où ils vont. Il s'inscrit à l'université et choisit la communication audiovisuelle. Un choix intelligent, pas de glamour. En gros, il aime les images, le son, raconter des histoires, mais il n'assume pas encore complètement le rêve d'artiste. Parce qu'être musicien à Porto Rico, c'est pas vraiment un plan de carrière, c'est un pari ultra risqué. Donc voilà, il bosse, il étudie, il observe la vie autour de lui. Et ce supermarché devient un théâtre social assez dingue quand il y pense. Des clients pressés et stressés, des gens fatigués qui comptent leurs sous, des disputes pour des coupons de réduction. Et Benito, au milieu de tout ça, il est silencieux, en train d'absorber cette misère ordinaire du quotidien. Spoiler, tout ça va nourrir son écriture plus tard. Mais dès qu'il rentre chez lui le soir, c'est une autre histoire, car il écrit, il enregistre avec ses moyens du bord et il balance tout sur SoundCloud. Cette plateforme incroyable où personne ne te demande si t'es bankable ou tout si ton image colle au marché. Là-bas, tu peux être bizarre, triste, en colère et fatigué de la vie à 22 ans. Et c'était parfait pour lui. Ces morceaux ne parlent pas de Lamborghini ou de champagne en boîte de nuit. Ils parlent d'ennui, de relations qui partent en vrille, des nuits où tu fixes le plafond en te demandant est-ce que c'est vraiment ça la vie? Et sa voix, faut qu'on en parle. Elle a aucune énergie forcée, aucun sourire commercial. C'est une voix traînante, presque désabusée parfois. Le total opposé du reggaeton. Ultra macho confiant qui crie « Je suis le boss » toutes les 30 secondes. Et bizarrement ou pas, les gens se reconnaissent. En 2016, il sort Diles. Ça commence à circuler doucement, pas comme un tube mainstream, mais comme un secret que tout le monde se passe de main en main. Puis arrive Soy Peor. Et là, ça explose. Parce que Soy Peor, c'est un hymne pour les gens qui vont mal, mais qui ont quand même de l'humour. C'est un morceau qui dit « Oui, je souffre, mais au moins j'en suis conscient. » Et ça touche énormément de monde. Des milliers d'écoutes, puis des millions. Les producteurs commencent à lever un sourcil. DJ Luran, par exemple, repère ce phénomène. Les labels s'agitent et Benito, toujours en uniforme Econo, commence à réaliser que quelque chose de sérieux est en train de se passer. Et là, moment crucial de sa vie, il quitte l'université. C'était une décision terrifiante quand il pense, décision complètement illogique sur le papier, mais typique de quelqu'un qui sent que s'il ne tente pas maintenant, il va s'en vouloir toute sa vie, quoi. D'où la création de ma chaîne. Ce qui est fascinant avec cette période, c'est que Bad Bunny, il n'essaie pas d'être cool. Il construit pas une image marketée, il est juste honnête, parfois trop honnête. Et dans une industrie obsédée par le contrôle de l'image, c'est presque révolutionnaire. Il n'est pas le héros parfait des clips de rap. Il est fatigué, parfois cynique et souvent mélancolique. Et c'est exactement pour ça qu'il devient l'anti-héros d'une génération entière. Ce chapitre est essentiel parce qu'il casse un mythe tenace. Bad Bunny n'a pas été repéré par hasard. Il n'a pas percé du jour au lendemain comme par magie. Il a bossé, il a douté, il a chanté pendant que personne regardait. Et surtout, il a compris quelque chose très tôt. Si tu dois devenir quelqu'un d'autre pour réussir, alors la réussite vaut pas le coup. Du supermarché à SoundCloud, Bad Bunny a pas seulement lancé une carrière, il a lancé une nouvelle manière d'exister dans la musique. Et honnêtement, très peu de gens l'ont vu venir à ce moment-là. Alors là, on entre dans ma partie préférée de l'histoire, celle où l'industrie musicale commence sérieusement à transpirer. Parce que normalement, quand un artiste latino commence à cartonner vraiment fort, il y a une règle non écrite mais ultra claire qui s'applique presque automatiquement. Ok, c'est cool ce que tu fais. Maintenant, tu peux faire un titre en anglais. Est-ce que tu ne pourrais pas essayer d'adoucir un peu ton accent? Est-ce que tu ne pourrais pas être plus universel, tu vois? Traduction honnête. Sois moins toi.
Et Bad Bunny regarde ce mémo imaginaire qu'on lui tend et le jette directement à la poubelle. On est autour de 2018-2019. Bad Bunny n'est pas du tout un petit secret SoundCloud. Il est partout dans le monde latino. Les chiffres montent en flèche. Les salles se remplissent à une vitesse folle. Les streams explosent. Et là, l'industrie commence à se poser la question fatidique. Donc, comment on le rend acceptable pour le marché américain mainstream? La réponse de Bad Bunny ne s'est pas fait attendre. Lui, tout ce qu'il se dit, c'est « je vais rien changer du tout ». Et là, moment absolument historique dans la musique moderne, Drake débarque dans le morceau Mia. Oui, Drake me suit, je suis partout depuis 10 ans. La superstar canadienne qui pourrait choisir de collaborer avec n'importe qui. Et devine ce qui se passe? C'est Drake qui chante en espagnol, pas l'inverse. À cet instant précis, l'équilibre des forces se renverse complètement. Ce n'est plus l'artiste latino qui s'adapte au marché américain, c'est le marché américain qui fait un pas de côté pour venir vers lui. L'industrie observe tout ça, un peu nerveuse, mais elle se rassure, se disant bon, ok, c'est un coup de chance, un moment particulier. Bad Bunny enchaîne les projets comme s'il avait jamais entendu parler du concept de timing stratégique. Il sort des albums, des mixtapes, des morceaux encore et encore. Aucune pause pour respirer, aucun moment de silence calculé. Et il finit par devenir littéralement impossible à ignorer, même si tu ne l'écoutes pas, tu sais qu'il existe. Puis arrive 2020, année ultra bizarre pour tout le monde, pour la planète entière. Le monde est à l'arrêt, tout le monde est enfermé chez lui. Bad Bunny balance El Ultimo Tour del Mundo. Résultat, numéro 1 du Billboard de son. Attends, on va reprendre ça calmement parce que c'est énorme. Album 100% en espagnol. Numéro 1 aux États-Unis. Là, c'est plus un simple débat artistique ou culturel, c'est carrément un bug dans la matrice de l'industrie musicale. Les médias paniquent doucement, les experts cherchent des explications ultra compliquées avec des analyses sociologiques, alors que la vérité est hyper simple. Les gens écoutent ce qu'ils ressentent, pas ce qu'on leur dit d'écouter. Bad Bunny devient omniprésent. Kramis, plateau télé, interview partout, mais toujours avec exactement la même énergie. Aucune envie de rassurer qui que ce soit. Il porte des jupes, il se parle les ongles, il refuse catégoriquement d'expliquer ses choix, et plus on lui dit attention tu vas trop loin, plus il continue d'avancer tranquillement. Et c'est comme ça qu'en 2022 il lâche Un Verano Sin Ti, et là c'est terminé pour tout le monde. L'album n'est pas juste un succès commercial de plus, c'est une ambiance, un été entier capturé en musique, de la nostalgie, de la fête, de la solitude, de l'amour qui part en vrille, tout y est. Spotify s'incline, Bad Bunny devient l'artiste le plus streamé au monde plusieurs années de suite d'affilée, sans anglais, sans compromis, sans jamais demander la permission. Ce qui rend cette victoire encore plus symbolique, c'est qu'elle représente au-delà des chiffres. Pendant des décennies, on a vendu un récit très simple aux artistes non anglophones. Si tu veux vraiment percer, tu dois t'adapter, apprendre l'anglais, chanter en anglais, te fondre dans le moule américain. Et Bad Bunny a littéralement inversé la dynamique. Il a prouvé que tout le monde pouvait venir et trouver sa place. Que quand tu pouvais rester exactement qui tu es, chanter dans ta langue, raconter des histoires locales, tu pouvais devenir quand même plus grand que presque tout le monde. Et ça, c'est pas juste une victoire personnelle, c'est une révolution culturelle. Les jeunes artistes latinos qui arrivent maintenant savent qu'ils n'ont pas besoin de choisir entre leur identité et leur ambition. Ils peuvent avoir les deux. Bad Bunny leur a ouvert une porte, pas juste musicalement, mais psychologiquement. Il leur a dit, reste toi-même, ça marchera. Et il avait raison. Bon, maintenant on va parler d'un moment clé que beaucoup de gens sous-estiment complètement. Parce que dans l'histoire de Bad Bunny, il y a un tournant stratégique absolument génial. Un de ces coups qui ressemble à de la chance sur le moment, mais qui était en fait ultra calculé. On parle de I Like It avec Cardi B et Jessie Balvin. 2018, le morceau débarque et boum, numéro 1 du Billboard Hot 100. Attends, on va se poser les faits calmement. Un morceau qui sample du vieux boogaloo latin des années 60, chanté en grande partie en espagnol, avec Bad Bunny qui balance son couplet avec exactement zéro compromis. Et ça devient le tube de l'été aux États-Unis. Là, l'industrie musicale commence vraiment à tiquer parce que I Like It, c'est pas un accident, c'est pas un one hit wonder, c'est une confirmation éclatante que quelque chose est en train de changer profondément. Mais revenons en arrière une seconde. Pourquoi cette collaboration était géniale stratégiquement? Cardi B était déjà immense à ce moment-là, dominicaine d'origine, et elle parle espagnol couramment, mais elle rappe principalement en anglais. Elle représente le point parfait entre les deux mondes. J Balvin était déjà la référence du reggaeton moderne à l'international, le mec lisse, commercial, accessible. Et Bad Bunny, lui, il représentait le côté brut, authentique, sans filtre. Ensemble, ils créent une combinaison imbattable. Le morceau touche 3 publics en même temps. Le public mainstream américain, grâce à Cardi B. Le public latino déjà conquis, grâce à J Balvin. Le public underground qui cherche quelque chose de plus profond, grâce à Bad Bunny. Et surtout, I Like It prouve un truc fondamental. On peut mélanger l'espagnol et l'anglais de manière organique, naturelle, sans que ça sonne forcé, sans que ça ressemble à un coup marketing grossier. Pour Bad Bunny, personnellement, c'est le moment où il passe de phénomène latino à artiste global incontournable. Parce qu'après I Like It, tu peux plus l'ignorer. Même si tu connais rien à la musique latino, tu l'as entendu, tu connais son nom, tu reconnais sa voix. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il profite pas de cette visibilité pour s'adoucir ou devenir plus commercial. Non, il double down sur son
authenticité. Il continue de sortir des morceaux tristes, mélancoliques, parfois carrément déprimants. Il continue de parler de ses vraies émotions. Il continue de refuser catégoriquement de jouer le jeu des interviews formatées parce qu'il a compris un truc que très peu d'artistes comprennent. La vraie force, c'est de rester cohérent. Quand tu changes ton attitude ou ton message en fonction de ton niveau de succès, les gens le sentent et ils te lâchent. Mais si tu restes exactement le même du début à la fin, les gens te respectent, ils te suivent, ils deviennent loyaux. I Like It n'était pas juste un hit, c'était la validation finale. Après que Bad Bunny pouvait jouer dans la cour des grands tout en gardant son identité intacte. La preuve que l'industrie devait s'adapter à lui, pas l'inverse. Et après ça, plus personne pouvait prétendre que c'était une mode passagère ou un phénomène temporaire. Bad Bunny était là pour rester et le monde allait devoir s'y habituer.